qui sont proposés en 1918 pour rétablir la paix en Europe avec un certain nombre de choses assez généreuses. Et demander leur avis aux Alsaciens pour savoir s'ils voulaient être français, allemands ou autonomes. Voilà. Le droit des peuples. Pas aux Alsaciens. Ce qui a amené Madame Rodolesco de proposer une émission de radio récente de dire qu'il était fou. Qui était fou, Wilson. Wilson. Ah oui, Rodolesco. Mais on parlait des dirigeants fous et on disait que les dirigeants étaient quand même... Mais enfin, notre objet n'est pas Wilson. Oui. Ouais. Non, mais quand même... Bon, on voit ce qu'ils n'aimaient pas chez les communistes ou les marxistes. On ne voit pas très bien ce qu'ils voulaient exprimer. Ils voulaient être révolutionnaires, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'ils exprimaient? Ben, une aspiration à changer de société, au socialisme. Oui. Un socialisme qui soit humain, non, avec un socialisme qui soit libre, un petit peu comme Rosa Luxembourg, hein, qui insistait beaucoup sur le droit du contradicteur. Die Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden, une formule de ce genre. Et voilà ce qu'il voulait. Alors c'était peut-être un peu utopique, mais c'est une utopie qui fait avancer les... Enfin, qui lui l'a fait avancer, qui le conduit à ne jamais être satisfait de ce qui arrive. Et bon, il n'est certainement pas satisfait de la situation d'après-guerre, mais il refuse la révolution russe parce que très vite, et ça, je pense que vous n'étiez pas là la dernière fois, on l'a vu dans la conférence sur le 9 novembre, très vite, il dénonce ce qui se passe, et voilà, il est extrêmement clairvoyant. Il est d'autant plus clairvoyant qu'il est en Suisse, il est très proche de tous ces gens. Il les voit en Suisse, il les voit partir, il les voit rentrer, il les voit revenir, et il voit que certains qui rentrent sont tout de suite jetés en prison, etc. Et ça, voilà. Il est antitotalitaire avant la lettre. Avant la lettre. Avant l'heure. Oui. C'est une question d'Ignard, mais est-ce qu'en Alsace, il y a un parti communiste qui s'incruste, qui naît, qui se développe? Oui, bien sûr. Oui, il y a un parti, Je ne suis pas alsacienne, c'est pour ça que la question... Non, Il y en a même deux à une époque. C'est en plus très intéressant parce que bon, je ne pouvais pas être trop long, mais Schickele en parle indirectement. Pourquoi? Il cite parmi, dans le discours du syndicaliste révolutionnaire, justement ce syndicaliste révolutionnaire se moque. Il raconte, voilà, on est allé voir Charles Rapoport à Rouen, et alors lui, c'est un vrai bourgeois, il nous a montré les beaux plafonds de l'hôtel de ville, etc. Enfin, et le syndicaliste dit, bah, les plafonds, c'est nous qui les avons fait, etc. C'est fait avec notre sang, enfin, un peu à la manière de Jack London. Et voilà. Et donc, Charles Rapoport, alors, je me suis un petit peu intéressé à qui c'était, parce que c'est extrêmement intéressant. Voilà, il ressemble à ça, Charles Rapoport. Alors, c'est quelqu'un, c'est effectivement un intellectuel d'origine russe, qui a écrit une immense biographie de Jean Jaurès, mais pas. Il a fait beaucoup de choses pour l'éducation marxiste, et en 1924, de 23, je crois, à 25, il est à Strasbourg. Il y a tout un chapitre dans ses mémoires, et il dirige l'humanité allemande d'Alsace-Lorraine. Donc voilà. Le congrès, d'autre part, le congrès qui se passe juste avant le congrès de Tours, c'est le congrès de Strasbourg, c'est le congrès socialiste de Strasbourg. Et les communistes alsaciens sont très nombreux par rapport au reste du pays. Et les communistes alsaciens sont nombreux, et un des journalistes qui couvre le congrès de Tours, de Strasbourg, c'est Maxime Alexandre, si je me souviens bien. Voilà. Robert, tu voulais préciser quelque chose? Entre 1929 et 1935, la municipalité de Strasbourg était dirigée par un maire communiste opposition, c'est-à-dire communiste autonomiste. La municipalité, c'était Charles Bourg, et la municipalité était communiste autonomiste. Grâce au vote catholique. Bien entendu. Il faut le dire. Oui. Bien entendu. Il faut le dire quand même. Oui.
C'est-à-dire que l'Alsace, dans un premier temps, hérite de tout l'héritage de la social-démocratie allemande qui était extrêmement forte pendant la guerre à Strasbourg. Après, va se poser la question nationale. Et une fête de l'humanité se déroulait au Faubourg. Mon père m'a raconté ça. Ouais. S'il vous plaît, quand vous parlez de Wilson, c'est un président américain? Oui, oui. Parce que vous parlez de wilsonisme aussi. Et c'est quoi le wilsonisme? C'est l'adhésion à ces thèses et l'enthousiasme suscité un petit peu en Europe. Théoriquement. Il y a le droit à l'autodétermination là-dedans, pour les peuples et Wilson, les nations. L'entrée en guerre avait une dimension pas du tout nationaliste. Il s'agissait de faire prévaloir un certain nombre de principes nouveaux qui allaient apporter la paix, la réconciliation, etc. Et évidemment, ces principes ne se sont pas traduits effectivement dans le traité de Versailles. Et il a été mis en minorité aux États-Unis. Oui, le traité de On a Versailles été n'a jamais ratifié. ratifié le congrès de Versailles. Ces principes du traité de Versailles ont été dans les faits un tâche totale. Voilà, d'où le ressentiment qui s'est après développé à l'Est par rapport au traité de Versailles. Mais donc, ce que tu dis, c'est que lorsque Schickele est arrivé à Paris, il était connu par tous ces gens-là. Il disait qu'il a eu cette place d'honneur à cette conférence. Il était le dirigeant des Weissnblätter, enfin, le rédacteur en chef des Weissnblätter. Donc, il était cet Allemand qui était devenu une référence pendant la guerre, comme directeur de revue. Et comme aussi, il était connu, j'en parlais, comme fin connaisseur politique, etc. Et du monde politique, à la fois allemand et français. Et puis, à Paris, il y a Barbus, bien sûr, qui le connaît, puisque Barbus l'a sollicité pour publier Le Feu. Et dans le groupe Clarté, le groupe international, dont on a la liste, et Schickele en publie la liste dans son texte, il y a d'autres gens qui ont publié dans les Weissnblätter. Voilà. Au fait, est-ce que Barbus est devenu par la suite, après que Clarté ait été récupérée en quelque sorte par le mouvement communiste? Au début, alors certains disent que Barbus était contre, enfin Schickele ne semble pas le dire, et c'est tellement précis ce qu'il raconte qu'on a envie de le croire. Et Barbus, la revue Clarté a continué à exister. Enfin, le bulletin est devenu une véritable revue de plus en plus importante et c'est devenu une revue vraiment militante, une aile intellectuelle du Parti communiste. Barbus l'a dirigée. Alors Barbus, après, il y a eu des péripéties. À des moments, il s'est rapproché de Romain Rolland. Il a été avec la revue Europe aussi. Enfin, Paul Colin aussi a dirigé à un moment donné la revue Europe. Enfin, tout ça. Il y a énormément de changements dans les années 20. C'est extraordinaire. C'est très, très compliqué. Excusez-moi, je suis arrivé en retard, donc ma question, vous y avez peut-être déjà répondu. Est-ce que Karl Liebknecht a été député de l'Alsace? Vous l'avez déjà dit? Non. Karl Liebknecht, celui qui aurait pu l'être, c'est Wilhelm, son père. Wilhelm Liebknecht, mais c'était August Bebel. Voilà, il était député de l'Alsace à un moment donné. Alors, sur Liebknecht, ce qui est intéressant, par exemple, dans Le Feu, c'est pas du tout la révolution russe qui est le modèle, puisque Le Feu paraît en 16, mais c'est la seule figure positive qui apparaît, c'est dans un chapitre, c'est Liebknecht. Liebknecht, voilà. Et il est magnifié, c'est l'espoir. Le père, Liebknecht le père? Non, le fils, parce que ce Liebknecht qui a refusé la guerre avec le Luxembourg, et ce Liebknecht qui a été assassiné en 1919. C'est pas celui qui était député ici avant? C'est Bebel. Non, c'est Bebel qui était. Ah, Bebel, oui.
Liebknecht est très connu, y compris en France. Et Barbus contribue à le faire connaître. Donc, d'une certaine manière, vous l'avez peut-être dit, Henri Barbus a été l'auteur d'une véritable hagiographie de Staline en 35-36. Oui, il a fait beaucoup de choses. Hein. Je préfère pas en parler. Je peux vous donner la liste des œuvres. Mais c'est une véritable hagiographie. il n'était pas le seul, hélas. Il y en a beaucoup. On ne les compte plus, les hagiographies de Staline. Il y a même Paul Éluard. Oui. Aragon. D'autres questions? Donc finalement, ce voyage à Paris est pour Chikele un peu un échec, du moins une déception. On peut le dire comme ça, qu'il espérait faire autre chose et il s'est heurté à une... Sans jeu de mots, c'est un Paris mélancolique. Voilà. Sans S. Hein? Oui, sans S. Ah oui, parce qu'il espérait véritablement pouvoir faire quelque chose. Et il y a eu de nombreuses tentatives. Hein. J'ai parlé dans une autre conférence des tentatives de Romain Rolland de continuer après la guerre. J'ai parlé de Curtius, etc. C'est une tentative de plus, mais des tentatives, il y en a eu. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que tout n'était pas joué, que beaucoup de personnes se sont engagées, ont essayé, et c'est cette mémoire-là qu'il faut reprendre. Par exemple, quand on lit ça, Duhamel, moi, j'avais jamais vraiment lu Duhamel. Il y a des choses extrêmement intéressantes. Popor, je ne savais pas qui c'était. C'est un intellectuel qui a écrit énormément de choses. Et on voit aussi, par exemple, que le mouvement ouvrier français, par rapport au mouvement ouvrier allemand, le mouvement ouvrier allemand est très marxiste. Il y a des docteurs marxistes, il y a le pape du marxisme, qui s'appelle Kautsky, etc. Le mouvement... oui, mais Marx était non seulement allemand, mais il était en France, il était en Angleterre, il était un petit peu partout, hein, en spectre, entre l'Europe. Mais, disons, le mouvement ouvrier français, il y a le courant syndicaliste révolutionnaire, il y a le courant anarchiste. Alors là aussi, on découvre, quand on regarde par exemple la République des conseils de Bavière, on voit que les courants anarchistes étaient extrêmement forts en Allemagne. Et extrêmement riches. Des gens comme Toller, Landauer, Eisner, ce sont des gens qui sont passionnants et qu'il faudrait lire, publier. Arte a présenté, c'est un voyage. Arte a parlé hier soir d'un film qui va sortir en Allemagne, Le jeune Marx. Je ne sais pas comment il s'appelle en allemand, c'est Marx, jeune, qui rencontre Engels. Il va sortir en Allemagne où il sort actuellement. Je ne l'ai pas vu, hein, mais je... Oui, ils en ont parlé, oui. Donc c'est d'actualité. Mais Charles, j'ai une question. Là, je suis en train de lire la correspondance donc, de Zweig et Roland pendant la Première Guerre mondiale. Et ce que tu viens de dire sur la pensée de ces gens, est-ce qu'il n'y avait pas déjà aussi le fait que tout simplement ça les a aidés à tenir pendant la guerre et que autrement, s'ils n'avaient pas eu cet espoir que de cette guerre naisse autre chose, et autre chose qui permette de construire un avenir, est-ce que leurs écrits, leurs pensées ne s'originent pas aussi là-dedans? Oui, bien sûr. Elle s'origine là-dedans pour certains, parce qu'ils arrivent à maturité au moment de la guerre. Pour Schiller, elle ne s'origine pas là-dedans. C'est déjà... Ce qui est intéressant, par exemple, dans le